Traversée par le canal du Midi, Trèbes est une petite ville de l'Aude, à quelques kilomètres de Carcassonne. Le 31 octobre 2008, vers 17h30, un grand jeune homme coiffé d'un bonnet arrive à grands pas au centre-ville et pénètre dans le cabinet médical qui jouxte la mairie. Au comptoir d'accueil, il sort brusquement un couteau de cuisine et poignarde à 3 reprises au visage le docteur Jacques Chamati. 1 heure plus tard, il est interpellé au domicile de ses parents et il explique aux enquêteurs qu'il a voulu tuer le médecin qu'il rend responsable du décès 10 mois auparavant de sa grand-mère. Le médecin n'a jamais diagnostiqué le cancer. Donc, dans son esprit de 19 ans, on n'a pas soigné sa grand-mère pour la maladie qu'elle avait. Et pendant 2 ou 3 ans, si on l'avait soignée, on aurait pu la sauver. Et elle ne serait pas morte. Il dit ouvertement que de toute manière, il voulait le crever. Il revendique véritablement son geste sans éprouver le moindre regret, le moindre remords. Non, il n'est pas du tout là-dedans. Il revendique, oui, j'assume. Et pour lui, c'est même quelque chose de totalement naturel. Et il en tire une certaine fierté. Hein. C'est vraiment pour lui, il se pose là comme ce qu'il estime être un justicier et ce qui est en fait un meurtrier. Les secours découvrent le docteur Chamati couvert de sang, mais conscient. Il est hospitalisé et sauvé grâce à une lourde opération chirurgicale. C'est incompréhensible que de tels actes se passent. C'est complètement démesuré. J'ai pas été menacé. Il n'est pas venu me donner un coup de poing en me disant « tu nous as mal soignés, tu es responsable ». Non, il m'a condamné. Et puis, il mérite la mort. Et puis voilà, je viens exécuter la sentence. Ça semble irréel. L'agresseur est un jeune homme de Trèbes, âgé de 19 ans, Xavier Maufron. Son procès s'ouvre le 7 avril 2011, devant la cour d'assises de l'Aude à Carcassonne. Le docteur Chamati est arrivé avant l'ouverture de l'audience, ainsi que les parents et le grand-père du jeune accusé. Xavier Maufron est détenu depuis 30 mois. Poursuivi pour tentative d'assassinat, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le docteur Chamati a été très ébranlé, tant physiquement que psychologiquement, par l'agression, mais il a réussi à reprendre ses activités professionnelles. Ses intérêts de partie civile sont représentés par 2 jeunes avocates, maître Angèle Ferrez-Massol et maître Valérie Ponce-Tomasello. À leur côté et au soutien de Jacques Chamati, interviendra maître Myriam Ménadier, au nom du Conseil de l'Ordre des médecins. L'accusation sera incarnée par le substitut Philippe Piquet. La défense de Xavier Maufron est assurée par un avocat pénaliste expérimenté, maître Jean-Marie Bourlan. Cantonnés avant leur déposition à l'extérieur de la salle d'assises, les parents de l'accusé sont inquiets. Aujourd'hui, il est donc jugé 2 ans et 6 mois après les faits. Alors, entre un gosse de 19 ans en souffrance et un jeune homme qui se présente devant la cour d'assises, maintenant il a 22 ans, et qui a parcouru plus de 30 mois d'emprisonnement dans des conditions qui ont été pour lui affectives, psychologiquement très dures, c'est plus du tout le même. Et quand il parle de la victime, il a du remords. Et les experts lui ont fait passer des tests. C'est un remords véritable. C'est comment j'ai pu faire ça. Comment ça ne me ressemble pas. Ça ne lui ressemble absolument pas. La douleur humaine peut emporter un homme. Et encore plus un gamin de 19 ans. Voilà. Les débats seront dirigés par le président Joël Mokaer. Ce 31 octobre 2008, Dolores Martinez, la grand-mère maternelle de Xavier Maufron, est décédée depuis près d'1 an.
La famille en souffre encore et songe toujours à un procès contre le docteur Chamati. C'était un vendredi, une journée normale, de travail normal. En plus, c'était la fin du mois. On savait qu'on allait avoir la paye. C'était la veille de la Toussaint. La veille de la Toussaint. Le lendemain, on avait pour habitude, pour la Toussaint, de manger chez ma mère. Voilà. Et c'était Halloween. Et il m'avait dit que Halloween, c'était un manque de respect vis-à-vis des personnes décédées. Vers 17h, comme tous les soirs, Xavier rentre en voiture avec son père de Toulouse, où tous deux travaillent ensemble sur des chantiers. Le jeune homme prend une douche, change de vêtements et décide d'aller faire un tour au centre-ville. Dans la cuisine, tandis que sa mère lui demande d'en profiter pour acheter des cigarettes, il s'empare subrepticement d'un couteau de table banal à manche en plastique. Puis le jeune homme part à pied pour ce petit trajet d'une dizaine de minutes. La configuration des lieux est ainsi faite que Xavier ne peut faire autrement que de longer les murs du cimetière de la ville où repose Dolores, sa grand-mère. On sait aussi qu'il croisera un copain, puis son petit frère, mais Xavier dira toujours ne pas s'en souvenir. Arrivé au centre-ville, il pénètre dans le cabinet médical divisé en 3 pièces, une salle d'accueil et d'attente, le bureau du docteur Chamati et celui de son épouse, audioprothésiste. J'étais là dans mon bureau en fin de journée, donc en train de faire la comptabilité de la journée. C'était un vendredi soir, donc après une semaine de travail qui était assez chargée. J'étais content d'avoir bien bouclé mon programme avant de partir à l'heure récupérer donc mon fils à la gare. Et là, je vois quelqu'un rentrer par la porte principale avec un bonnet que je trouvais un petit peu bizarre. Et puis taper à la porte du bureau de mon épouse qui est juste à côté. Il m'a dit, je dois voir le docteur. Alors, puisque moi, en sachant qu'il va chercher notre fils à la gare, je dis, écoutez, je ne sais pas s'il est là, je vais voir. Donc, je me retrouve en face de Monsieur Moffron, donc, que j'ai reconnu tout de suite. Je lui dis, tiens, il vient me voir. Bon, c'est un jeune, sans doute, il doit être peut-être un petit peu en conflit avec ses parents, comme ça se passe souvent à cet âge-là, et puis qu'on a envie de parler au médecin, comme ça peut arriver et comme ça arrive régulièrement dans mon cabinet. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, il faut que je vous voie, c'est important, il faut que je vous voie tout de suite. Je dis, écoutez, tout de suite, là, je peux pas, là, je dois partir. Si vous voulez, on peut donner rendez-vous. Non, il faut que je vous voie. Je dis, écoutez, attendez, je vais récupérer mon agenda. Je reviens récupérer mon agenda et j'arrive. Là, il attendait que je prenne une décision. Ben, je lui dis, écoutez, je vais vous donner rendez-vous. Bon, j'ouvre mon agenda, je baisse la tête. Et là, je reçois un coup de tête, un coup sur la tête, et ça me fait rappeler un coup de barre ou quelque chose de très fort sur la tête qui me projette par terre. Jacques Chamati vient de recevoir les 2 premiers coups de couteau. L'un a atteint une joue, l'autre a sectionné le pavillon d'une oreille. Le médecin part en arrière et vient s'effondrer contre le mur de verre qui borde le comptoir d'accueil. Xavier Moffron contourne le comptoir, se penche et décoche violemment un 3e coup de couteau dans la nuque du médecin. Sous le choc de la lame contre une vertèbre cervicale, le manche du couteau se brise net. J'ai vu mon mari donc par terre contre le mur en verre. Le lobe, si vous voulez, le pavillon de l'oreille sectionné en 2. Donc c'est ça qui m'a... Et là, je peux vous dire, je comprends rien là. Ça coulait là, le cou. Donc j'étais dans un... Je suis restée inerte, comme j'ai dit, le temps s'est arrêté. Et moi, j'étais comme ça. J'ai dit à ma femme, regarde-moi le cou, j'arrive pas à bouger. Qu'est-ce qui se passe? Elle regarde et puis là, c'est l'affolement total. Elle m'a dit, tu as un couteau dans le cou. Alors, je vous dis pas, lorsque j'ai vu le bout de lame qui sortait, j'ai deviné qu'il y avait une lame dans son cou. Donc, et là, alors là, je vous dis pas, j'ai paniqué. Le sang qui coulait sur lui, j'arrivais plus à
à maîtriser mes membres, si je peux dire. On peut retenir qu'il a été victime de 3 coups portés par l'auteur des faits. Il y avait des lésions graves au niveau de la colonne vertébrale cervicale et des lésions qui étaient, c'est ce que j'ai indiqué, potentiellement mortelles, hein, puisque il y a une plaie du cou par une lame de couteau qu'on a retrouvée encore fichée dans le cou à l'arrivée des secours et qui aurait pu provoquer une atteinte de la moelle épinière extrêmement grave. Xavier Maufron s'est enfui depuis longtemps. Dans un premier temps, il se rend chez son grand-père. Incrédule et affolé face aux propos de son petit-fils et à son état d'excitation, le vieil homme fait prévenir les parents qui ramènent Xavier à la maison peu de temps avant l'arrivée des enquêteurs. Quand on est arrivé à la maison, c'est là qu'il a commencé à dire je crois que je l'ai tué. Pour moi, plus ça allait, plus il disait n'importe quoi. Pleurait, criait, tremblait. Il était... On s'est dit, mais... Il bougeait partout, il bougeait partout. Et puis il a attrapé le cadre de sa grand-mère. Et quand je me suis avancée vers lui, il a attrapé le cadre de sa grand-mère. Je lui ai dit, Xavier, va dans la chambre, on va parler calmement. Tu vas te calmer, on va discuter. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Xavier? Il m'a dit, je crois que je l'ai tué, maman. Et je lui ai dit, mais qui tu as tué? Il m'a dit, le docteur. Je lui ai dit, mais non, Xavier, t'as tué personne. Et de là, bon, j'ai vu du sang dans les mains, dans le cou. Puis même pas 10 minutes après, il y avait la barque devant la porte, hein, et qui sonnait. Encore ils ont sonné. Hein. Je leur ai dit, c'est bon, cassez pas la porte, hein. Il est très calme, il est dans la chambre, ça s'est passé en douceur. Le principal problème de la défense, ce sont les aveux revendicatifs faits par Xavier Maufron au cours de sa garde à vue. Lorsqu'il est placé en garde à vue, au départ, il ne sait pas si la vie de Monsieur Chamati a été ou non sauvée. Et il est même persuadé qu'il est mort. Et il dit ouvertement que de toute manière, il voulait le crever. Il revendique véritablement son geste sans éprouver le moindre regret, le moindre remords. Non, il n'est pas du tout là-dedans. Il revendique, oui, j'assume. Et pour lui, c'est même quelque chose de totalement naturel. À 6 reprises, en effet, au cours de cette garde à vue, Xavier Maufron affirme avoir voulu tuer Jacques Chamati. Plus tard, il modérera le propos, soutenant qu'il voulait surtout faire mal, punir le médecin, coupable à ses yeux, comme à ceux de toute sa famille, de n'avoir pas su diagnostiquer à temps le cancer de sa grand-mère. Dans une première étape, la Cour va donc examiner les circonstances de la maladie de Dolores, celle de son décès et de sa prise en charge médicale. Dolores Martinez avait 73 ans lors de son décès. Elle souffrait notamment de diabète et d'hypertension. Le docteur Chamati suivait son état de santé depuis 1993. À plusieurs reprises, il avait lui-même sollicité son hospitalisation, notamment à la suite d'une fracture du col du fémur, puis après un accident vasculaire cérébral. 6 mois avant son décès, l'état général de la vieille dame se dégrade rapidement. Elle a eu plusieurs hospitalisations. Chaque fois, bon, on nous sortait une maladie qu'elle faisait, bon, de la démence, de la dépression. Ensuite, elle s'est cassé le col du fémur. Et bon, et de là, tout s'est dégradé. Elle parlait plus. À cette époque, le docteur Chamati rend visite à sa patiente 2 fois par semaine. La vieille dame est hospitalisée une dernière fois au début de l'année 2008. Elle sera hospitalisée 1 semaine. Et 2 jours avant sa mort,
les médecins de l'hôpital disent à ce garçon, à toute cette famille, cette dame de 72 ans a un cancer généralisé. Elle en a pour 2 jours. Bon, on est tombé de 35 étages. Enfin, on était complètement... on réalisait pas. Bon, 2 heures après, on a demandé, mais attendez, un cancer généralisé. On lui a dit, mais entre toutes les hospitalisations qu'il y a eu, elle a été suivie par le médecin, les hospitalisations, tous les examens qu'elle a fait, et vous n'avez rien vu. Enfin, et de là, ils nous ont envoyé, mais il avait un médecin généraliste. Il aurait dû le voir qu'elle avait une leucémie, qu'elle avait le cancer. Bon, quand on a vu un autre docteur qui l'a suivi, il nous a dit pareil, mais il aurait dû le voir, Enfin, tous les docteurs, tous les spécialistes ont dit, le médecin généraliste aurait dû voir qu'elle avait un cancer. Le pire, Voilà. c'est de se dire, bon, que je sache, personne n'en a guéri encore. Hein. Mais de se dire que peut-être que ça faisait 2 ans qu'elle l'avait, elle en souffrait. 3 ans, ça faisait 3 ou 3 ans, elle en a souffert, elle l'a pas dit, parce qu'elle se gardait tout pour elle. Et alors qu'on aurait peut-être pu y éviter toutes ces souffrances, peut-être qu'elle serait encore là, ils auraient pu lui prolonger la vie de quelques années. Est-ce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'elle avait quelque chose? Je sais pas. L'annonce du décès de Dolores attriste, mais ne surprend pas vraiment Jacques Chamati. En fin de journée, il se rend chez les Maufrons pour une visite de condoléances. Il se retrouve devant un conseil de famille froid et accusateur. Et là, j'arrive, l'ambiance est très lourde, les visages fermés, bonjour, personne ne répond. C'est à cause de vous qu'elle est morte. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On s'est renseigné, c'est pas possible. Une maladie comme ça, un cancer qui se généralise, c'est pas possible qu'il passe inaperçu. Vous l'avez pas diagnostiqué, c'est une faute professionnelle. Je lui dis, écoutez, moi j'ai rien vu, vous l'avez vu, moi je l'examine, je vois rien. Et puis bon, elle était hospitalisée le mois dernier, 2 mois avant, 3 mois avant. Personne n'a rien vu. Vous êtes tous des nuls, des incapables. On veut le dossier, on veut porter plainte contre vous. J'ai dit, écoutez, moi je commence à trembler. Il faisait froid ce jour-là. Je cherchais le chauffage pour avoir un peu plus de chaleur. Je m'adossais contre le chauffage. Eux, ils étaient assis. Moi, j'étais debout en train de recevoir leurs remarques et leur mépris. Je pouvais pas placer un mot. J'ai dit, écoutez, dans ces conditions-là, c'est pas la peine. Moi, je suis au cabinet. On viendra récupérer le dossier. Je suis parti. Le docteur Chamati a bien du mal à se défendre. Personne ne sait en fait de quoi est décédée la vieille dame, hormis comme conséquence des graves pathologies dont elle souffrait. Malgré cela, et avec les seuls documents dont il dispose, les enfants de Dolores obtiennent un rapport d'expertise privée très critique contre le docteur Chamati. La famille de Xavier Maufrons est complètement ignare des termes médicaux, etc. Donc, qu'est-ce qui leur a été dit concernant l'état de santé véritable de la grand-mère, de Mme Dolores Martinez? Le pseudo-rapport qui a été établi par un médecin de Toulouse n'a pu l'être qu'à la lecture de quelques documents médicaux qui ont pu être donnés par la famille. Peut-être que ce médecin a répondu à la famille, leur a dit en tout cas ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et le docteur Chamati n'a à aucun moment dans ce dossier pu s'expliquer sur ce qui lui était en fait reproché. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que l'agresseur du docteur Chamati ait imaginé qu'il y avait une faute professionnelle. Or, quand on connaît le dossier, on ne voit pas trace d'une quelconque faute professionnelle qu'aurait pu commettre le docteur Chamati. Aucune. J'étais sous le choc parce que c'est vrai que j'étais très vexé. J'ai beaucoup donné à cette famille. Vous savez, moi je travaille sans secrétaire. Hein. Dès que les personnes appellent le cabinet, ils tombent sur moi. Donc inutile de vous dire que le nombre de coups de fil que j'ai reçus de leur part, hein,
parce que maman, elle est fatiguée aujourd'hui, maman n'a pas bien mangé aujourd'hui, maman, elle n'a pas fait ses besoins aujourd'hui, maman... Donc j'étais là tout le temps. Pendant plusieurs jours, je suis resté choqué en me disant, tout le temps que tu dépenses dans ton travail, toute la santé que tu mets, tout le cœur que tu mets, ça ne paie pas toujours. Regarde où tu es. L'audience est suspendue pour le déjeuner. C'est ce moment, dans le petit parc qui borde le palais de justice, que choisissent les parents de Xavier pour aborder le docteur Chamati et son épouse. Ouais, vraiment, c'est du gâchis, c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment du gâchis. Bon, mais je les apprends surtout. Allez, bon courage. Courageux. Bon courage. Pas facile d'être parent. Ouais. Allez, bon courage. Bonsoir. Il reste très fragile. Hein. Il y a une dimension dépressive qui était là et qui résultait réellement des faits subis. Il a des séquelles physiques, donc notamment au niveau du langage, puisque dans certaines situations, il parle difficilement, il met plus de temps à trouver ses mots. Donc là, on a une effraction corporelle. Donc bien évidemment, au niveau de son image qui peut donner à la fois à son entourage familial et aux patients, donc il continue à rencontrer, à soigner, bien évidemment, il est touché. Et d'ailleurs, c'est vrai que je parlais au niveau de l'effet miroir, de son impossibilité, en tout cas au moment de l'expertise, à soigner des personnes qui avaient un handicap physique, qui lui rappelait en fait ce qu'il aurait pu avoir et les séquelles qu'il aurait pu garder. Donc bien évidemment, la reviviscence des faits qu'il avait subis. La Cour va maintenant se pencher sur la personnalité de l'accusé afin de tenter d'y déceler un début d'explication. Xavier Maufron est un jeune homme sans histoire. Il a grandi à Trèbes, au milieu d'une famille unie et aimante. Il a suivi une scolarité normale, avec des amis, du sport, des loisirs. Bref, un enfant et un adolescent sage, peut-être un peu trop sage. J'ai jamais vu aux assises un dossier de personnalité aussi attachant. Tous ses camarades de football disent que c'est quelqu'un de très loyal. Tous ses camarades d'école disent que c'est un type extraordinaire, en classe et à la cour de récréation. C'est un enfant très jovial, très heureux, très aimé des enseignants, jamais eu de problème, jamais. Un passionné de sport, en général. Surtout le foot. Ouais, surtout le foot. La seule aspérité de sa vie aura été de se détacher dès 16 ans du lycée pour acquérir un semblant d'autonomie. Le matin, je voyais partir avec les larmes aux yeux, qu'il y allait par dégoût. Même le lycée m'appelait des fois me disant « Votre fils, il est pas bien, ». Et lui, il voulait gagner sa vie. Bon, et j'ai dit à son père, tu le prends une journée avec toi dans le chantier, tu fais bien bosser, tu lui montres bien ce que c'est le travail, tu le dégoûtes et... Ça n'a pas marché. Il était content. Et c'est ça que je veux faire. À partir de 16 ans, il doit travailler. Son père est chef d'équipe dans une grande société à Toulouse. Chef d'équipe, ouvrier. Eh bien, il se lève à 5 h du matin depuis l'âge de 16 ans. À 5 h du matin. Il part avec son père à 6 h du matin. Il arrive à Toulouse à 7 h du matin. Il reste sur le chantier jusqu'à 17 h. Et ils reprennent 1 heure de route encore. Et ils arrivent chez eux à 17 h ou 17 h 30. Parce qu'ils mangent sur place dans une gamelle. Il est tout à fait notable de voir qu'il a adopté la profession de son père.
Donc c'est un garçon qui a fait des études, qui a fait des formations, et puis qui, quand même, n'a pas trouvé mieux, si j'ose dire, que de s'investir dans cette activité professionnelle paternelle, qui constituait un repère, qui constituait un moyen d'identification, et qui constituait une forme de sécurité, à la fois au plan matériel, mais surtout au plan psychologique. Parce que on est dans un processus d'identification. Et le processus d'identification ne permet pas à un individu de se construire en autonomie totale, même si effectivement chacun d'entre nous prend chez le personnage paternel des éléments qui vont lui permettre de se structurer. C'est un gosse qui n'existe pas en dehors du cocon familial qu'il y a tout apporté, dans une simplicité ouvrière, mais dans une forte affectivité. Et il a une caractéristique qui va faire à la fois sa grandeur d'âme et sa faiblesse, c'est qu'il adore sa grand-mère maternelle. C'était sa maman, parce qu'il me l'a dit alors, avant les faits, 15 jours avant les faits. Il était assis là et il m'a dit, tu sais, Mémé Lola, c'était ma mère, il m'a dit. Sa grand-mère sera la deuxième mère, dira-t-il. Il a deux mères et sa propre mère conçoit qu'elle a partagé l'affection maternelle avec sa propre mère. Donc pour lui, c'est famille. La rançon de ce climat familial fusionnel, c'est un jeune homme introverti, très conformiste, aussi peu autonome que peu sûr de lui. C'est aussi pour cela que cette agression violente et spectaculaire semble incongrue et désadaptée. On a un jeune homme qui a véritablement un équilibre, qui tout d'un coup est rompu, sans qu'on arrive très bien à comprendre pourquoi. C'est là le grand mystère de ce dossier. Je crois que c'est l'expertise qui m'a donné peut-être le plus de fil à retordre. Parce que, comme dit le dicton populaire, trop poli pour être honnête, hein, c'est pas donc on sait. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire quelque chose qui est une l'ordre de la façade, de la convention. Et puis ce qui se passe dans le secret des pensées, ben, on le sait pas toujours. Et je crois qu'il faudrait être fin psychologue pour noter bon, quelques changements. Mais ces changements-là, on s'en aperçoit après coup. Et voilà, là, ça fait sens. Le sens de l'acte commis par Xavier Maufron fait encore défaut. On peut en appréhender le mobile apparent, la colère déclenchée par le décès de la grand-mère, mais on n'en comprend pas encore les mécanismes plus profonds qui ont fait d'un jeune homme sage un apprenti assassin. 35 personnes ont été entendues. Tous disent que c'est un jeune serviable, généreux, loyal, respectueux. C'était un garçon parfait et pas préparé à ce que l'expert a appelé l'orage psychologique, l'orage affectif, l'orage sentimental. Il était absolument pas préparé. Et cette audience a bien montré à quel point ce garçon de 19 ans a souffert énormément. Et le sentiment d'injustice a broyé ce gosse qui était trop fragile, trop vulnérable. On a ce sentiment que pour Xavier et pour la famille, il fallait un responsable au niveau de la justice, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur démarche. Et Xavier, voyant que les démarches n'allaient peut-être pas aboutir parce que la famille était de plus en plus apaisée par le temps qui faisait son œuvre, lui a voulu passer à l'acte avec une violence inouïe. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ni plus ni moins. Sauf que la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quand Mr. Hyde arrive. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver l'élément déclencheur qui fait que tout d'un coup, il va basculer dans cette violence inouïe. Malgré la proximité de la Toussaint et donc du jour des morts, on n'a aucun élément d'explication sur le moment du passage à l'acte. Xavier Maufron n'en parle pas et semble lui-même l'ignorer. D'où cette question vertigineuse que se pose publiquement le président Mokaer à propos d'un acte aussi grave commis par un homme qui présente si peu d'aspérité.
C'est la seconde journée d'audience. Le verdict sera rendu ce soir. Auparavant, la Cour va revisiter les mois d'angoisse de la famille Maufron durant la fin de vie de la grand-mère et les mois de colère et de rumination qui en ont suivi. Car si une explication existe, elle ne peut se trouver qu'au sein même de ce groupe familial, à dominante clairement matriarcale, et sur le rôle que devait y tenir Dolores. Pendant 7 mois, on a souffert autant qu'elle. On a dû être avec elle en permanence parce qu'elle était très malade, elle ne pouvait pas rester seule. Et lui, il a mal vécu parce que j'étais absente aussi. Enfin, quand il revenait du travail, je n'étais pas là. Ma mère avait besoin d'une aide 24 sur 24. Bon, il y avait malgré les infirmières et mon père âgé, on ne pouvait pas laisser ma mère toute seule, la lever, la faire manger toute seule. Enfin, et quand j'arrivais, vers 9h30, 10h30, le temps de la coucher et tout, bon, j'arrivais, j'étais fatiguée et j'en arrivais que je ne pouvais plus gérer ni ma vie de couple, ni mes enfants. Voilà, et Xavier, je crois que il a mal vécu. Il a mal vécu. Et quand elle est partie, j'ai été hospitalisée 2 fois. Je suis tombée à 36 kilos, je crois. Quelque temps après la disparition de Dolores, la mère de Xavier perd brutalement l'une de ses sœurs, très impliquée elle aussi dans le ressentiment contre le docteur Chamati. Ça fait 2 décès dans la famille assez rapprochés. Et la douleur de sa mère d'avoir perdu et sa mère et sa sœur. Je pense que ça constitue le fond, le bruit de fond de cette histoire. À partir de ce moment, Xavier perd sa joie de vivre et devient plus taciturne. C'était plus le même, hein. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, ouais. Il avait maigri, nous on le voyait pas. Il mangeait plus comme avant. Parce que bon, moi j'étais malade et j'essayais de récupérer. Et... Il était moins souriant, enfin il était plus... Il voulait plus voir personne. Voilà, il changeait, il était plus... Il avait arrêté le foot. Ouais. Alors que bon, le foot... mais bon, il voulait plus jouer, rien. J'avais dit à mon mari que si continuait à maigrir et à parler de sa grand-mère, de l'envoyer de gré ou de force chez un psychologue, un psychiatre. Puis même, je l'avais dit à Xavier, si tu veux, je te prends rendez-vous, tu vas chez un psychiatre et parler, ça va te faire du bien, peut-être que ça va te libérer. Si tu veux pas me parler à moi de choses de ta grand-mère, enfin, dire ce que ton ressenti, ta souffrance, je t'amène chez quelqu'un. Et bon, vous savez comment sont les enfants. Un psychologue ou psychiatre, de suite, c'est le mot fou. Il m'a dit, maman, je suis pas fou pour aller voir un psychiatre. On aura bien compris que la grand-mère jouait dans cette affaire, et pour l'enfant qu'était Xavier Maufron et pour le jeune homme qui est devenu, un rôle substitutif. C'est évident. Alors cette grand-mère disparaît, reste la mère, et reste une mère totalement effondrée qui est en train elle-même d'entrer en décrépitude, si j'ose dire. Et le spectacle qu'elle offre à Xavier Maufron, me semble-t-il, le renvoie inéluctablement à la mort, et à la mort de sa grand-mère. Donc on est dans un système de sommation d'émotions, là. On voit ainsi se dessiner un mécanisme dans lequel Xavier, au-delà de la perte de sa grand-mère, souffre autant, si ce n'est plus, de la propre douleur de sa mère. Et il reprend à son compte tant cette douleur que cette sourde volonté familiale de vengeance qu'il sent rôder et en quoi il voit peut-être une échappatoire à la souffrance collective. On sent le climat un peu lourd dans la famille, le chagrin, la tristesse et puis la colère, le sentiment d'injustice. Pourquoi la grand-mère est morte? Est-ce que le docteur, est-ce qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire? Et puis ça rumine le soir à la maison. Donc c'est l'ambiance qu'il m'a décrit. Donc donc une ambiance à la fois de tristesse puis de ressentiment. On a
un cheminement que l'on ressent comme totalement intérieur. C'est dans la tête de Xavier Mauffron que petit à petit, les choses maturent. Les choses, au fur et à mesure de leur maturation, elles deviennent de plus en plus violentes et concrètes dans son imaginaire. Et il n'en parle strictement à personne. Jamais il dit il faut venger mamie. Jamais il ne dit de toute manière tout ce qu'il mérite, c'est sans aller bien évidemment jusqu'à pouvoir dire c'est la mort. Mais jamais il dit il faudrait avoir une franche explication avec lui. Rien. Il n'en parle pas. Il dit juste est-ce que un dossier est en cours pour savoir ce qui est arrivé à mamie. Demandez où c'est que ça en est. Ils ont... Mais bon, lui, tu sais, quand tu poses un dossier comme ça, le temps qu'il y ait des expertises, surtout quand c'est médical et tout ça, c'est très long. C'est très long. Voilà, ça suit son cours. Lui, il me disait, mais je comprends pas pourquoi les gendarmes ne vont pas l'arrêter. Enfin, c'est ce qu'il comprenait pas. Et moi, j'avais pas de réponse. Voilà. C'est pour ça que l'acte est posé. Car si dans la famille, on avait pu discourir, si on avait pu mettre des mots sur la douleur, si on avait pu mettre des mots sur ce qui se jouait réellement à travers la disparition de cette personne, je pense que nous n'en serions pas arrivés là. Ce qui est important, c'est ce moment de mentalisation, ce moment de rumination, mais qui se fait en effet dans le silence, sans aucun échange entre les parents et le jeune homme. Je crois que c'est des éléments qui tournent un petit peu en boucle, mais qui ne se nomment pas, qui ne se verbalisent pas. Si on était passé par la mise en mots, on ne serait pas dans la mise en acte. 10 mois se passent ainsi dans le huis clos familial, fait de souffrance, de ressentiment et de silence. Incroyablement, durant tout ce temps, aucun membre de la famille ne tente d'approcher Jacques Chamati pour tenter d'avoir une explication. Le docteur n'a plus revu la famille depuis cette fameuse scène du soir du décès de Dolores. Je me dis, est-ce que toi, dans tes relations avec eux, j'ai pas peut-être mis une barrière? Ou est-ce que eux, ils m'ont pris pour quelqu'un, comment expliquer? Quelqu'un sur lequel ils ont tout droit? Je sais pas. Il fallait un coupable. C'est pour ça ils m'ont pris pour coupable, parce que je suis, comme il a dit, il a fait beaucoup d'études, il connaît beaucoup de choses, il connaît comment sont les choses, et c'est impossible de passer à côté. Pour lui, ça doit être évident. Et s'il l'a pas vu, c'est que il n'a pas bien ouvert les yeux. Il semble y avoir toujours dans ce système familial un consensus assez fort pour désigner le bouc émissaire, c'est-à-dire celui qui est responsable de ce décès, même si c'est en dehors de la réalité. Et dans les discours familiaux, dans l'inconscient familial, cet homme est désigné effectivement comme le responsable de cette disparition qui est intolérable à ce moment donné pour l'économie psychique de ce système familial. Autrement dit, Xavier Mauffron, me semble-t-il, devient le bras armé de tout ce système et reçoit de façon plus ou moins consciente une forme de commande, on va dire, je crois qu'on peut aller jusque-là, de tout cet environnement familial. Vous voulez qu'il soit considéré comme le bras armé de sa mère? Mais ça, du coup, il va sortir encore plus vite. Si c'est la faute de sa mère et que c'est pas sa faute. Dans la tête des jurés, ça va vouloir dire c'est la faute de sa mère, c'est pas sa faute à lui. Il y a ça aussi, il faut faire attention à ça. Parce que Hollande, s'il commence à dire, vous vous rendez compte, à cause de la famille, on est vraiment dans un clan où tout le monde en parlait, et ce gamin qui vit dans le clan, qui veut se démarquer, qui veut aller venger sa famille, pour lui, c'est une chose naturelle. Mais alors là, c'est fini, parce que c'est pas lui le coupable, c'est la famille. Qui se fait passer et pour donc c'est pas lui martyr. qui doit être incarcéré. Exactement. Il faut qu'on sache au vrai ce qui s'est passé dans sa tête. Pourquoi 10 mois après, il a pris le couteau, il a voulu planter le couteau? Et qu'est-ce qui s'est... 10 mois après, pourquoi 10 mois après? Jacques, Donc, la vérité, on l'aura jamais. Ben oui, mais c'est pas rassurant pour moi en tant que victime. Mais je le sais que c'est pas rassurant. Je le sais que c'est pas rassurant. Le type va sortir, qu'est-ce qui va se passer après? Oui. Ben oui, mais bon.
On est loin d'être dans un acte impulsif, qui serait explicable par la douleur aiguë du décès. On est dans une période où les choses ont été mentalisées, dans une période où les choses ont été ruminées, si je peux me permettre. Et effectivement, l'acte est décidé. Il faut se souvenir qu'avant de passer à l'acte, il passe sur la tombe de sa grand-mère. Donc on est dans tout un système, non pas ritualisé, mais enfin très construit et extrêmement déterminé, qui aboutit à ce geste. C'est le dernier point d'interrogation de l'audience, celui de l'intention de tuer. Ce gosse est interrogé le jour même des faits, il est arrêté 1 heure après. Le gendarme dira, il ne faisait que répondre aux questions. Est-ce que vous avez voulu le tuer? Oui. Est-ce que vous l'avez tué? Oui. Il est groggy. Alors, je veux bien que pour une personne raisonnable, vous pouvez structurer et penser. Là, il pense que le médecin est mort. On lui dit, vous avez voulu le tuer? Oui, puisqu'il est mort. Il le dit. C'est un raisonnement primaire, archaïque, mais qui correspond à sa personnalité. C'est pas un intellectuel. C'est pas quelqu'un qui construit une défense. Il construit pas de défense. Je pense que je l'ai tué. Donc je l'ai tué, j'annonce que je l'ai tué. Et quand on vous dit, mais vous avez voulu l'assassiner? Oui, j'ai voulu l'assassiner. Et quand il est jugé, le juge d'instruction, il dit, cependant, non, rien n'était calculé. Il savait même pas si le docteur y serait à 17h30. Parce que les consultations du docteur, ça se termine à 17h. Il faudra que ça ressorte, ça, à l'audience. Il n'a rien préparé, il n'est pas allé acheter un couteau. Il prend un couteau de table, qui d'ailleurs va se briser très facilement parce que c'est un manche en plastique qui n'est même pas, qui est à peine serti. Je ne sais pas s'il y avait une intention homicide. Ça, je n'en sais rien. Ce dont je suis sûr, par contre, c'est qu'il y avait une tension personnelle, sorte de cocotte minute qui bouillait depuis des mois, et qui a permis, par ce coup de couteau, de faire baisser la pression. Ce qu'il m'a dit, moi, c'est qu'il avait intention d'aller balafrer le docteur Chamati. Donc, il ne nomme pas une intention homicide. Alors, intention, je n'en sais rien. Préparation d'un geste et d'un acte après une très longue période de tension émotionnelle intense, ça, c'est clair. J'ai senti ambigu. Il y avait ce cri. Bon, j'étais en colère. C'était injuste. Et je voulais lui faire mal. Mais ça n'avait pas l'air, franchement, même après coup, j'y réfléchis, ça n'avait pas l'air très clair dans sa tête de comment il allait se servir de ce couteau de cuisine qu'il avait emmené. On ne prend pas un couteau tel que celui qu'il a pris si on veut simplement faire mal. Il pouvait très bien aller donner une correction au docteur en lui infligeant quelques coups de poing. Ça aurait pu être suffisant, enfin, si on peut s'exprimer ainsi. Mais là, c'était vraiment un coup de couteau. Et puis alors, la façon dont les faits se déroulent, 2 coups de couteau, un avec lequel il lui coupe le lobe de l'oreille, le second avec lequel il lui fait une grande balafre au niveau de la joue, et le docteur tombe, et Xavier Mauffron nous explique qu'il a contourné la banque d'accueil du cabinet médical pour aller lui planter le couteau dans le cou, ce qui m'apparaît s'apparenter à un véritable coup de grâce. Chez l'expert psychiatre, il dira « je voulais le balafrer ». Et il dira, le psychologue a dit quelque chose de très intelligent. Il m'a dit que comme ça, le médecin, il s'en souviendrait. Alors si jamais vous allez creuser dans l'esprit humain d'un gosse de 19 ans, il s'en souviendra, ça dit beaucoup peut-être de choses. Alors on peut toujours raisonner. On peut avoir le raisonnement d'un procureur. Mais quand un psychologue vous dit « j'ai été sur l'intention », c'était très ambivalent. On nomme un psychiatre, il vous dit ça. On nomme un psychologue, il vous dit ça. Alors, si ça sert à rien, on les nomme plus, puis c'est fini. Et on écoute le procureur. Le procureur, lui, sait tout. Il sait ce qu'il y avait dans sa tête, il n'a aucun doute. Juger, c'est tout autre chose que d'accuser. Voilà. Et quand un psychologue dit « j'ai été surpris parce qu'il a dit », le médecin, il s'en souviendra. Ben, je crois qu'ils sont intelligents quand ils disent que son intention était ambivalente.
Alors, je ne sais pas si les jurys arriveront à cette nuance. Il est parti, peut-être pas pour tuer. Quand il est sorti, pour lui, il était mort. Donc, il assume. C'est la question qui sera posée aux jurés. C'est vrai que c'est subtil, mais la réalité humaine est très subtile. Le temps des débats est terminé. Place aux plaidoiries et au réquisitoire. Au nom du docteur Chamati, Angèle Ferrez-Massol reproche à l'accusé de ne pas avoir cherché d'explication, mais un coupable. Myriam Ménadier dénonce la banalisation de la violence faite aux médecins. Au nom de la société, l'avocat général Philippe Piquet dénonce un acte de vengeance calme et réfléchi, avec une volonté de tuer établie et revendiquée. Sachant que le maximum de la peine encourue en cas de tentative d'assassinat, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. J'ai requis une peine de 12 ans de réclusion criminelle, assortie d'une interdiction de séjour dans l'arrondissement de Carcassonne pendant 5 ans, parce qu'il m'apparaît indispensable d'éviter que M. Mauffron, quand il sortira de prison, se trouve nez à nez avec la personne qui l'a tenté d'assassiner. Pour la défense de Xavier Mauffron, Jean-Marie Bourlan met en avant un jeune homme trop fragile, auteur d'un acte qui le dépasse complètement. La cour et les jurés, 7 femmes et 5 hommes, se retirent pour délibérer. 2 points retiennent particulièrement leur attention. La détermination d'une intentionnalité criminelle, le choix d'une peine tenant compte à la fois de la gravité des faits et des circonstances particulières qui les ont entourés. À l'extérieur, un curieux sentiment de culpabilité hante les autres protagonistes, les parents de l'accusé les premiers. On ne veut pas envoyer qui que ce soit en prison, parce qu'on vit la prison. Et moi, je ne souhaite à personne. Je souhaite à personne, ni à M. Chamati, ni à personne. Voilà, on veut la vérité, savoir ce qui s'est passé. C'est tout. Parce qu'en ce moment, il y a un gamin de 19 ans qui porte toute la responsabilité du décès de sa grand-mère, et c'est pas normal, c'est pas normal. Voilà. Le docteur Chamati, lui aussi, se pose des questions. A-t-il, malgré lui, une part de responsabilité dans les événements? C'est vrai que dans notre pratique, peut-être on consacre pas beaucoup de temps lorsque les gens sont tout près de la mort à parler de ça devant la famille. Peut-être aussi, c'est notre façon aussi de travailler qu'il faut revoir, peut-être consacrer à la mort un peu plus de temps pour en parler avec la famille. C'est pas facile. On est dans une société, dans une culture où on refuse de parler de la mort, où la mort est considérée comme un échec, où la mort est considérée comme c'est l'échec de la médecine. On veut mourir, mais en bonne santé. Après un peu moins de 3 heures de délibéré, l'audience reprend pour la lecture du verdict. À la première question, l'accusé Xavier Mauffron est-il coupable d'avoir à Trèves, le 31 octobre 2008, tenté de donner volontairement la mort à Jacques Chamati? La cour et le jury réunis ont répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. À la question numéro 2, la tentative d'homicide volontaire a-t-elle été commise avec préméditation? La cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence de la déclaration qui précède, la cour et le jury réunis décident, à la majorité absolue, de condamner Xavier Mauffron à la peine de 10 ans de réclusion criminelle et par délibération spéciale le condamne à la majorité absolue à une interdiction de séjour sur l'arrondissement judiciaire de Carcassonne pour une durée de 5 ans. Je vous indique que vous disposez d'un délai de 10 jours pour interjeter appel de la présente décision. Voilà, l'audience criminelle est levée.
peux aller le voir. Hein. C'est comme tu ne le faites pas, là, il est trop sur la tension. Ne le faites pas. Vous allez voir qui? Le condamné. Non, mais c'est pas là, Jacques. Ne le faites pas. Parce qu'en plus, il n'a pas le droit de dire ça. De lui présenter une Mais que je suis désolé. Non, n'importe quoi, Jacques. Il va le prendre comme une affront. Ouais. Vous n'allez pas être désolé, si vous êtes enfin reconnu comme victime et maintenant vous voulez vous excuser. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sinon, je lui envoie une lettre après. La cour d'assises de l'Aude a condamné Xavier Mauffron pour tentative d'assassinat à 10 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas été interjeté appel du verdict, qui est devenu définitif.